Bonjour et bienvenue à tous. Nous sommes très heureux de nous retrouver pour la journée RNC dans la francophonie. RNC dans la francophonie, c'est la 4e édition et elle se déroulera le 22 mars 2020. Alors, c'est pour nous l'occasion de pouvoir partager avec des amis que je reçois aujourd'hui. Jean-Marc Potenti, bonjour. Bonjour. Vous êtes pasteur et président de RNC, on en parlera dans quelques instants. Et puis Rodrigue Sacramento, vous êtes pasteur aussi dans l'église de Clé à Montpellier, je crois. Exactement. C'est ça. Donc tout de suite, RNC, Jean-Marc. Ça veut dire quoi RNC ? RNC, c'est l'acrostiche de Réseau Nouvelle Connexion, qui est un réseau d'églises et d'œuvres qui rassemble donc des églises et des œuvres dans un même, et des ministères sous un même toit, dans une même maison, pour ensemble proclamer et aussi incarner le royaume de Dieu, la bonne nouvelle du royaume de Dieu, dans une synergie, une complémentarité, et cela en vue d'être présent et de témoigner de la grâce de Dieu dans l'ensemble des sphères de la société. Alors, RNC, Réseau Nouvelle Connexion, ça ne fait pas très très religieux, là. On a l'impression que c'est un mot, on ne sait pas d'où ça vient. Oui, alors le mot réseau, bien sûr, est un mot à la mode, mais en fait, la réalité du réseau, c'est la réalité des relations de l'Église dans le Nouveau Testament. Ce mot n'existait pas, mais la réalité de la communion et des relations à travers des équipes de ministères, et notamment des équipes apostoliques, c'est une chose qui est concomitante avec la vie et l'histoire de l'Église. Donc aujourd'hui, on emploie ce mot un petit peu dans tous les sens. C'est pour ça que nous, on aime bien préciser réseau apostolique, ça donne son sens et sa profondeur à la notion de réseau. On est heureux que ce mot soit un peu à la mode aujourd'hui, ça fait plus. Mais ceci dit, c'est pas nouveau. C'est vraiment l'esprit dans lequel les églises du Nouveau Testament vivaient déjà cette réalité de relation, de collaboration et de synergie. Donc nos églises sont, si on parle sur un plan plus institutionnel, sont rassemblées aussi dans des fédérations d'églises, notamment la communion des églises de l'espace francophone, qui rassemble exclusivement des églises dans les institutions cultuelles. Mais on a voulu élargir un petit peu la surface de notre engagement et de notre rayonnement en intégrant des œuvres, c'est-à-dire des ministères spécialisés dans les différentes sphères de la société, sur le plan éducatif, artistique, accueil, social, entreprise, tous ceux qui vivent leur appel, leur vocation, quel que soit le domaine, avec une volonté de témoigner de l'Évangile là où ils sont. Et donc ces œuvres-là sont aussi présentes dans le réseau Nouvelle Connexion. Alors, Église, espace francophone, RNC dans la francophonie, pourquoi cet intérêt pour la francophonie en somme ? Oui, alors ça, c'est vraiment, ça appartient un petit peu au gène de notre réseau. Avant que, même que le réseau Nouvelle Connexion devienne RNC, puisque ça date de quelques années seulement, nos origines, dès le début des années 80, c'était déjà une forme de réseau. Et assez rapidement, dans ce réseau de l'époque, conduit par ce qu'on appelait l'équipe Néhémie, Philippe Jaurès, qui était un des initiateurs, a initié cette vision, cette passion pour la francophonie. Il a su vraiment mobiliser, partager son cœur et le projet de Dieu pour la francophonie sur les 5 continents et soulever un enthousiasme à l'époque qui nous a tous transportés. On se souvient tous et au-delà même de notre réseau, de ce qu'a été le mouvement COF5, communion des œuvres et des églises dans la francophonie sur les 5 continents. Voilà, on retrouve des accents déjà à cette époque-là de notre vision d'aujourd'hui. Alors il y a eu des périodes plus ou moins actives d'engagement dans la francophonie, mais quelque part la francophonie reste au cœur de nos préoccupations et on est heureux de trouver un nouvel élan aujourd'hui dans cette dimension-là. Alors quand on parle de francophonie, on parle de la langue française. Et il y a une ancienne présidente de l'Organisation internationale de la francophonie qui disait que la langue française, c'est un trait d'union pour agir. C'est quoi l'action de RNC dans la francophonie ? Quand on se retrouve et qu'on a cette langue en commun, c'est un don, c'est un cadeau qui dit plus qu'une langue. C'est une philosophie, une façon de voir les choses et c'est un outil qui nous permet de voyager sur les 5 continents et de connecter les uns avec les autres.
Et du coup, il y a une sorte de relation, un peu de connivence, d'affinité qui se crée à travers la langue et la culture commune. On se souvient aussi que pour la France, donc on a une relation historique avec beaucoup de pays de la francophonie, parfois avec même des dettes morales et parfois même économiques. Donc il y a comme un devoir, c'est pas motivé par la culpabilité, mais il y a un devoir de relation, de collaboration. Et puis un tel échange quand on est ensemble, avec ce que chacun apporte de richesse, de diversité au travers de sa culture et de sa façon de voir la vie et de voir l'œuvre de Dieu, que voilà, ça crée un enthousiasme. Et du coup, de ça peuvent naître des collaborations. C'est ça, donc on est plus dans le partenariat Oui. que dans autre chose. Absolument. Une façon de résumer notre vision en francophonie, ce serait de faire vivre la devise de la francophonie. Égalité, complémentarité, solidarité. On se retrouve alors à 200%. Et diversité. Et diversité aussi, bien sûr. On se retrouve à 200% dans cette devise-là et on voudrait la faire vivre totalement. L'égalité, ça va de soi. La complémentarité, c'est clair quand on voit la diversité et la richesse de ce que chacun peut apporter. On a besoin les uns des autres. Et solidarité aussi, parce qu'il y a des situations qui exigent, qui commandent de l'aide, de l'entraide, mais ça dans la réciprocité, dans une relation de réciprocité. C'est pour ça qu'il y a un mot que vous ne prononcez pas, c'est le mot « mission ». Est-ce que ce mot est suranné? Est-ce qu'il ne signifie plus rien? Qu'est-ce que le mot « mission » veut dire aujourd'hui? Bien sûr, quand on emploie le terme mission, ça évoque plein de biographies, d'actions, d'engagements, et qui sont respectables. Donc voilà. Ceci dit, aujourd'hui, le mot mission a aussi une connotation, quelque part colonialiste et même post-colonialiste, qui ne correspond pas à notre façon de voir. Donc on l'emploie, bien sûr, pour aller vite. Quand on parle de mission, tout le monde a compris. Mais justement, avec les risques, des mots un peu valises, dans lesquels chacun met un peu ce qu'il veut, ce qu'il entend, ce qui fait que nous, on préfère parler de partenariat. On est dans une synergie et c'est une relation de partenariat dans laquelle on apporte ce que l'on est et on reçoit ce que l'autre nous donne. C'est cette philosophie-là qu'on veut développer. Donc on parlera plus volontiers de partenariat francophone que de mission. C'est ça. Alors quand on parle de la francophonie, on se souvient que malgré tout, 55% de la francophonie se trouve en Afrique. Ça veut dire que l'Afrique est un lieu privilégié pour exercer ce partenariat? Parce que la francophonie, c'est aussi la Suisse ou le Québec. Mais on a des relations, évidemment, avec la francophonie européenne, avec la francophonie aux États-Unis aussi, l'Amérique du Nord, je veux dire, et puis aussi, alors un peu moins développée, malheureusement, avec l'Asie. On n'oublie pas ces régions du monde. Mais, de fait, l'histoire, les relations nous ont engagés un peu plus en francophonie africaine. C'est vrai que les besoins sont aussi là particulièrement criants. On ne peut pas se limiter à cette dimension de la francophonie, mais elle nous occupe, elle nous préoccupe beaucoup. C'est ça. Alors, simplement, pour préciser un peu les choses, quand on parle d'action, on vient de parler un peu de ce que pourrait être la nouvelle mission, quelles sont, justement, sur une façon très pratique, les actions de RNC? Est-ce qu'on est simplement dans ce que je pourrais appeler des visites pastorales, ou est-ce que on a une autre vision des choses? Alors, c'est vrai qu'on a conscience que là où on peut être le plus efficace, dans un premier temps, au service de la francophonie en territoire africain, c'est dans le domaine de la formation. Ces pays ont une richesse, une vitalité spirituelle, et notamment dans l'évangélisation, qui font qu'on a plutôt besoin de recevoir cet aspect-là de l'évangélisation, de recevoir d'eux. Par contre, la formation, c'est une demande. Donc, il y a beaucoup d'actions qui sont faites, non pas dans les visites pastorales au sens peut-être courant, mais au sens de formation des pasteurs et des ministères sur place. Notamment dans le domaine de l'éducation chrétienne. Il y a un mouvement aussi en Afrique de création d'écoles chrétiennes, et là, il y a une interaction avec nos acteurs en éducation chrétienne qui vont sur place, qui visitent, et puis il y a des échanges, donc c'est important. Mais
Mais on ne veut pas en rester à cette dimension-là. Il y a bien sûr aussi des initiatives qui sont menées. Alors, parfois c'est à titre individuel, parfois c'est à titre d'une église, parfois c'est du réseau global, sur un plan économique, sur un plan agricole, avec des projets de maraîchage, avec des créations d'entreprises, avec une aide économique et technique. Alors, pour laquelle on n'est pas encore au top de notre vision et de notre désir, de notre aspiration, mais dans laquelle on compte bien avancer et progresser pour allier la formation des personnes, des responsables, avec une aide qui permettra un développement économique plus important. J'aurais simplement rappelé qu'il y a un rapport qui paraît toutes les années, qui s'appelle RNC dans la francophonie, et on aura bien entendu le rapport 2020, et ce rapport nous donne tous les renseignements nécessaires sur toutes les actions qui sont menées dans la francophonie. Alors, l'avantage de ce rapport, c'est que ce n'est pas juste un catalogue des actions, mais il présente la situation démographique, historique, politique, économique de chaque pays concerné, et donne donc ça permet de développer une culture de la francophonie en donnant un peu une toile de fond de la situation de chaque pays. Et en plus, bien sûr, sont précisées, sont mentionnées les actions qui sont menées dans chacun de ces pays. Donc c'est vraiment un rapport de très grande qualité. Et ce rapport, on peut le retrouver dans toutes les communautés de RNC, et on peut aussi le retrouver sur le site, et vous pouvez aller sur RNC Francophonie et retrouver le rapport. Et le télécharger. Voilà. Merci beaucoup. Alors peut-être une autre question qui me semble tellement essentielle aujourd'hui dans l'actualité, quand on pense à l'Afrique, on pense aux migrants, et c'est quand même une question d'actualité. Quelle est votre position en tant que RNC concernant les migrants? Alors, parler d'une position, ce serait peut-être un peu ambitieux. Par contre, ce que je constate, c'est que partout où je vais, dans nos églises et dans nos œuvres de RNC, la question des migrants est présente. Par tout ce qui est fait pour faciliter leur accueil et l'accompagnement aussi en vue d'obtention de statut parfois de réfugiés. On est bien sûr sensible aux réfugiés pour des raisons de persécution religieuse. Et donc ça, c'est une réalité qui nous préoccupe, pour laquelle on prie, avec bien sûr l'ensemble des autres chrétiens français. Et puis aussi, les migrants pour des raisons économiques, ça fait partie aussi de nos préoccupations. Donc là, on est dans une attitude d'accueil, d'ouverture, d'aide, dans les limites de nos possibilités, mais sans réserve. Voilà. Alors, puisque nous parlons de migrants, moi, je voudrais donner un petit coup de pouce à un migrant que je connais bien. Il est dans le Vaucluse, il est réfugié politique, il vient de la République démocratique du Congo. Il y a peu de temps qu'il est en France, mais il a obtenu quand même sa carte de séjour pour une dizaine d'années. Et en arrivant en France, eh bien, il a commencé à faire des sculptures. Et on voulait peut-être le souligner un tout petit peu, parce qu'il fait des choses magnifiques. Et je voulais que RNC connaisse aussi son travail. Et je vous laisse voir un peu une ou deux sculptures qu'il a bien voulu nous laisser. Je voudrais peut-être demander à Rodrigue, vous êtes pasteur d'une église en France. Si j'ai bien suivi votre cheminement, vous êtes d'origine du Bénin. C'est bien ça. C'est ça? Oui. Et alors, est-ce que tout de suite, quand on vous voit, on se dit, est-ce que la mission a changé de sens? Est-ce que aujourd'hui, ce sont les Africains qui viennent évangéliser la France? C'est une très bonne remarque. Je crois qu'on parlait de partenariat tout à l'heure. Le partenariat n'a de pertinence que s'il y a une réciprocité. Dans ce sens où il y a eu une période de mission où je crois que l'Afrique est reconnaissante de ses fruits, malgré le contexte, la mentalité qui devait évoluer, se réformer. Et après le fruit de cette période de mission, il y a un retour, une sorte de retour qu'on observe comme une grâce, comme une logique, qui permet aussi d'assumer une réciprocité, de dire nous avons aussi des choses à donner. Alors, dans mon cas précis, je ne suis pas venu en mission dans l'Afrique, je suis venu étudier en France.
Et après les études, une conversion, ou pendant mes études plutôt, une conversion qui me conduit à vraiment me donner à Dieu. C'était assez radical. Et j'avais toujours la perspective du retour. Et mes parents avaient prévu pas mal de choses, notamment une femme. Ils m'attendaient. Ils avaient investi pour ma formation, ils m'attendaient. Et puis, à la fin de mes études, je questionne l'idée de, tiens, pourquoi pas un mariage mixte et pourquoi pas me former ici plus avant au niveau spirituel et l'idée d'être équipé pour retourner toujours avec mon épouse française. Et puis, les années passant, après une formation auprès de Philippe Jaurès dont on parlait tout à l'heure, qui quitte Montauban, dans notre famille d'église, qui a une vision toujours d'implantation, on arrive à Montpellier, et ma perspective, c'était d'être formé toujours pour partir. Puis quelques années après, simplement, il me propose de prendre la direction de l'église, alors que moi, j'étais sur le point de partir. Je prie, et à ma grande surprise, une conviction vient en moi de dire, c'est juste que je devienne le pasteur principal d'une église de blancs. Parce que voyez-vous, moi-même, j'avais besoin d'une sorte de changement de mentalité. Et pourquoi pas un Africain qui reçoit tellement pour aller bénir l'Afrique, dans l'idée de dire c'est pertinent que ce soit des Africains qui... Eh bien, j'ai grandi ici, mon adolescence s'est passée ici, je crois que j'ai une matrice occidentale, française, mais en même temps, j'ai une éducation africaine. Et ce melting pot, ce mélange, peut être une bénédiction pour la France. En tout cas, j'ai compris que c'était l'intention de Dieu. Alors, une bénédiction dont on est tous reconnaissants. Alors, justement, pour vous, la francophonie, ça signifie quelque chose de particulier quand on vient du Bénin, quand on est en France, ça signifie quelque chose? Absolument. La francophonie? Absolument. Bon, on a parlé de la langue, la richesse de la langue, de se reconnaître. Moi, je me reconnais français et j'en suis fier. Quand je dis français, en sens de la langue française d'une part, mais de la culture aussi. Ce qui fait que c'est ça qui a permis de venir ici faire des études, ça facilite énormément de choses, ça bâtit des ponts. Et la francophonie, pour moi, c'est aussi une richesse de cultures différentes. C'est une sorte de métissage. Vous sentez des obligations envers la France? Envers la francophonie? Oui. Et il me semble que ceux qui sont métissés ont un devoir, localement, ici en France, mais comme là-bas. Et c'est comme des ponts qui disent, mais on peut donner en Afrique et donner des choses pertinentes comme la formation, parce qu'il y a une richesse du coup de la mer, de la francophonie, qui a des choses énormes à donner encore. Mais alors aujourd'hui, moi je reviens d'un voyage au Congo, où je ressens le besoin de recevoir de l'Afrique, d'apprendre de l'Afrique. Parce qu'effectivement, il y a une force spirituelle, il y a quelque chose de particulier qu'ils ont, que peut-être on a perdu ici, et du coup, le reconnaître et leur permettre de recevoir de leur part serait un très bel héritage ou un acte de partenariat. Alors, quand je vous écoute, bien entendu, il y a cet échange, ce partenariat, et le mot partenariat est important. Il y a un mot qui nous gêne parfois quand on parle de la francophonie, c'est le mot paternalisme. C'est tout ce vocabulaire-là. Pour vous, il existe encore? Ça a encore marqué? Oui. Je pense que les mentalités doivent changer de part et d'autre. Parce que je rencontre encore en Afrique la logique on a besoin d'aide, une approche d'assistanat, dont il s'agit de vraiment enclencher un processus d'affranchissement de cela. Oui, on a des besoins, mais ce n'est pas parce qu'on a des besoins qu'on doit avoir une mentalité d'assistanat. Une attente de quelque chose qui viendrait... Moi, j'ai une anecdote à raconter. Ma mère souvent me disait, elle est décédée aujourd'hui, mais quand même, ces Blancs, ils ont réussi à faire des avions à voler. Ils sont quand même extraordinaires, ces Blancs. J'entends ça, je souris, je dis, mais oui, effectivement, c'est énorme pour elle de dire comment on a arrivé à avoir une intelligence pour produire ça. Et c'est les Blancs qui sont supérieurs. Et c'était ancré profondément dans les mentalités. Et je pense que dans l'attente de secours, on s'imagine toujours que parce qu'on est en France, c'est Canaan. C'est un pays d'abondance. C'est Canaan. C'est Canaan. Pour notre public, Canaan, vous voulez dire quoi? La terre promise. C'est-à-dire, oui, dans la Bible, c'est une symbolique très forte pour le peuple d'Israël esclave,
qui rêvaient d'une promesse de Dieu qu'ils auraient leur propre pays, qu'ils seraient libres, et puis que ce serait le pays où coule le lait et le miel. Eh bien, je vous garantis qu'en Afrique, la France est le pays où coule le lait et le miel. Et donc, quand on est de là-bas, on est riche, on a des ressources, on a des tas de choses. Et franchement, c'est pas facile de faire un travail de changement de mentalité pour qu'il y ait une logique de « je peux me mobiliser dans mon contexte » en accueillant des ressources extérieures. Mais j'ai de quoi faire quelque chose. Et je pense que de plus en plus d'hommes de Dieu, de mouvements, prouvent qu'ils sont en capacité de faire. Et ils n'ont plus besoin qu'on le leur dise. Mais il y a toujours une sorte de matrice profonde qui est quoi qu'on a besoin d'un sauveur blanc qui va venir nous délivrer, je ne sais quoi. Et je pense que ça prend aussi des ministères noirs en France de venir dire, mais écoutez, c'est pas Canaan, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas le paradis. C'est le royaume de Dieu qui est le paradis. La bonne nouvelle, c'est ça. On pourrait en parler très longuement, mais quand on aborde toutes ces questions-là, on pense aussi alors, à ce que l'on appelle le néocolonialisme économique, qui s'exerce quand même toujours et qui a il y a du poids là sur la vie de beaucoup. En quelques mots, quelle est votre approche? Alors mon approche, c'est qu'en réalité, le néocolonialisme est beaucoup plus prégnant qu'on se le représente. C'est-à-dire quand on vient en France, je ne sais comment on se débrouille, mais on n'en parle pas, on ne le voit pas, on est même croyant, on ne le sait pas. Le colonialisme a existé, puis il y a eu l'indépendance, et le néocolonialisme a pris place, mais c'est réel jusqu'à ce jour. Et je pense que même les autorités l'assument, c'est-à-dire sur le plan économique, aujourd'hui, on en bénéficie grandement, la France en bénéficie grandement. Et peut-être aussi un certain néocolonialisme évangélique, par héritage de la mission. C'est pourquoi on ne veut plus utiliser ce mot, on parle de partenariat, pour établir une réciprocité. Mais la mentalité dont je viens de parler est toujours là, dans une logique de on va recevoir quelque chose, on est dépendant. Et je crois qu'il nous faut inventer un chemin de partenariat réel et de prouver que parce qu'il y a une réciprocité et qu'on échange des ressources, moi j'ai cette force, je te la donne, et moi j'ai cette force, je te la donne, et où est-ce qu'on peut se rejoindre pour incarner une autre voie, pour sortir de cette prison qui tient l'Afrique, pour moi, dans le sous-développement. C'est une question de mentalité, et c'est pourquoi la repentance biblique, qui est un changement d'attitude et de mentalité, doit absolument venir pour conduire à une mobilisation. C'est un géant l'Afrique, il y a des ressources mais insoupçonnées. Surtout, aujourd'hui, il y a des ressources spirituelles. S'il y avait d'autres éléments comme la formation pour permettre un développement, mais en peu de temps, on voit la Chine, on voit qui se développent, qui sont dans l'égalité. Ils assument qu'ils ont des choses à donner, à vivre sur le plan économique. Et c'est le temps pour que l'Afrique puisse le vivre, quoi. Alors, on va revenir un tout petit peu à l'objet de notre rencontre, puisque le 22 mars va être une journée très, très spéciale, une formidable journée où on parle de RNC dans la francophonie, et ça sera aussi la possibilité non seulement pour certains, il va y avoir toute une animation, il va y avoir des danses, il va y avoir peut-être des repas multiculturels. Bon appétit à tous d'ailleurs. Et puis, il y a aussi l'opportunité d'être généreux. En disant ça, est-ce qu'on va à l'encontre de ce qui a été dit précédemment? Je ne pense pas. On veut être solidaire. C'est ça. Et on a un projet. Et c'est un projet qui vous tient à cœur. Absolument. Il s'agit d'un projet au Mali. Nous avons un partenariat, et en particulier l'Église des Sources à Avignon, avec ce pays. Et puis ce projet avec un pasteur qui s'appelle Mohamed Bouya. Le lien se fait par le Désert Refleurira, qui est une association qui le soutient. Mais là, il s'agit d'un projet que nous voulons porter en tant que réseau Nouvelle Connexion. Et chaque année, on voudrait que tout le monde se mobilise pour un projet. L'ambition, c'est de rassembler 10 000 euros. 10 000 euros, pourquoi? Parce que le pasteur Bouya, avec sa petite communauté, a vécu il y a quelques années un temps de persécution de Boko Haram. Boko Haram. Et ils ont dû quitter où il s'est situé. Ils étaient vers Tombouctou, c'est ça. Pour se replier vers le sud et vers Bamako.
après ce temps-là, on a vu un homme qui a traversé une période quand même difficile pour lui comme pour sa communauté. Et puis, il a persévéré. Il est resté fidèle. Fidèle dans sa foi, mais fidèle à Dieu et fidèle auprès de sa communauté. Mais toutes les installations qu'ils avaient mises en place, notamment pour avoir un projet de maraîchage, pour subvenir aux besoins, parce que le Mali est un pays pauvre. Il y a des grands besoins. Et alors, du coup, pour leur propre communauté, à l'époque, ils avaient 10 hectares, enfin, ils ont toujours ces 10 hectares, mais du coup, ça a été pillé, et toutes les installations, notamment des pompes, etc., ont été pillées, qui fait qu'aujourd'hui, ils redémarrent à zéro, mais ils veulent quand même redémarrer. Il y a une sorte de résilience là, de croire que c'est possible. Mais pour y arriver, c'est là où la solidarité s'impose. C'est-à-dire comment on peut se mobiliser pour atteindre le montant de 10 000 euros, pour que ces 10 hectares soient de nouveau investis, pour qu'il y ait un gardien, alors pour le coup, qui ait une maison. Avec alors, une maison, quand on dit une maison, c'est pas un gratte-ciel. Hein, on est d'accord, on appelle ça une maison de gardien. C'est simplement un bicoque, quoi. C'est très courant en Afrique, pour ceux qui vont en Afrique. Toutes les maisons, toutes les structures ont besoin d'un gardien, et il est là à demeure, il y vit, mais pour à la fois veiller à la culture, tout le maraîchage qui est là, mais aussi au matériel. Parce que sans ça, il y a des risques que, du coup, bien le projet ne puisse pas aboutir. Et du coup, entre l'investissement pour la maison, qui est la garantie de ne pas se faire voler, et du matériel, au moins une pompe pour recommencer le travail, eh bien, on voudrait vous proposer de vous associer à ce pasteur. Vous recevrez des images, des photos, pour que vous puissiez vous représenter qui il est, ce qu'ils font. Mais en tout cas, on est heureux, fiers, et pas dans la logique de venir donner une sorte d'aumône simplement, et puis de développer une sorte d'aide à une mentalité finalement d'assistanat, mais au contraire, il y a ici un homme de Dieu et une communauté, même si elle est petite, mais qui croient qu'ils peuvent se mobiliser. C'est pas une bonne action, non. Mais c'est vraiment le désir de bénir cet homme. Il faut savoir qu'on est dans le nord du Mali, et que dans le nord du Mali, c'est pas toujours très simple encore aujourd'hui. Absolument. Je voudrais justement rebondir sur la question du paternalisme et puis de l'assistanat, qui est quand même une préoccupation pour nous tous. À travers cette mobilisation qui nous est proposée, de ce soutien à la création du maraîchage, là, on n'est pas dans l'assistanat, parce que précisément, on donne un outil de production. C'est un coup de pouce. Moi, je verrais cet appel comme un coup de pouce à la mise en œuvre d'une entreprise, une entreprise maraîchère, qui permettra aux populations locales de créer leurs propres ressources et donc de se développer. Et c'est là où on casse le rythme ou le cercle vicieux de l'assistanat, c'est qu'on ne donne pas à fond perdu, on donne les moyens. On met en capacité une population de créer sa propre production et ses propres richesses. Et ça, c'est vraiment l'état d'esprit dans lequel on veut aborder notre partenariat en francophonie. C'est ça. Absolument. Et alors, je veux juste faire un confère comme ça, biblique, sur cette thématique. C'est-à-dire Jérusalem, qui était quand même la capitale, on pourrait dire la mère à l'époque de l'Église, a vécu une situation difficile qui a fait que il y a eu une mobilisation pour qu'il y ait une aide concrète. Et toutes les structures, les églises qui avaient été implantées se sont mobilisées pour venir en aide. Et c'est un peu ce qu'on est en train de vivre, de dire comment on peut mobiliser nos ressources pour être solidaires à ce qui se passe. Alors oui, c'est une goutte d'eau dans l'océan, mais ça n'empêche que pour eux, dans leur désert, cette goutte d'eau va faire une sacrée différence. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous remercie tous les deux. Merci Rodrigue pour ce partage et puis cet appel à la générosité. Et puis merci Jean-Marc pour ce partage aussi et cette présentation. RNC dans la francophonie. Nous sommes très heureux de vivre ces choses, particulièrement le 22 mars. Je crois que c'est une date tellement importante où vous pourrez vous réjouir en communauté, vous pourrez peut-être vivre votre foi d'une façon différente, avec une autre perspective, avec peut-être un autre regard sur la francophonie. En tous les cas, merci à vous d'être venus pour partager cela. Je voudrais simplement rappeler que
vous pourrez revoir cette vidéo sur le site RNC Francophonie. Vous pourrez la voir et la revoir et peut-être la revoir, mais vous pourrez aussi, si vous n'êtes pas présent le 22 mars, eh bien faire un don en ligne sur RNC Francophonie et vous trouverez tout de suite dans ce site la possibilité d'être généreux et de pouvoir bénir cet homme. On rappelle son nom. C'est Mohamed Bouya. Voilà, on se souvient de Mohamed Bouya dans RNC Francophonie, quelqu'un qui est perdu du côté de Tombouctou là-bas, dans les sables, mais nous croyons que ce sera certainement pour lui aussi un temps de réjouissance. Merci beaucoup et à bientôt.